Ah, on a Jonathan qui nous rejoint. Une minute près, Ah, c'est bon, c'est tenu. Jonathan, parfait. Là, j'étais en train d'avoir fini de regarder tout ce qui est Clarity Ouais, de chez Microsoft, là. Donc, Jonathan est parmi nous. Ben en fait, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est encore, ça ressemble un petit peu à de la bêta. C'est beaucoup plus intéressant sous Yandex Metrica pour l'instant, hein, clairement. Mais ça promet. S'ils nous sortent. Enfin, s'ils continuent dans cette lignée-là, ça peut être intéressant. Il y a des métriques intéressantes aussi qu'ils ont sorties, comme les rage clicks et les dead clicks. Donc, c'est des métriques qu'ils analysent. Voilà. Je t'invite à acheter un œil si ça t'intéresse. Eh bien, écoutez, on va accueillir Jonathan comme il se doit. Je vais couper la musique. Hop là, la musique est coupée. Je vais te mettre dans ce petit coin-là. Attends, comment je peux faire? Tac. faut que j'aille sur le Twitch pour voir les questions possibles qu'il peut avoir. Comment ça? Je vais te les livrer au fur et à mesure. Tu n'as Ok, pas besoin de t'embêter parfait. pour quoi que ce soit. Je peux te faire un partage d'écran par contre. Ouais, Tac, alors bouge pas. Euh, Ici. Je mets en place tout ça. Je vais te faire un projecteur de sortie sur l'écran 4. Ok, partage d'écran. Partager l'écran 4. Donc là, normalement, tu dois voir mon écran. Hop. ouais, Là, je vais venir t'intégrer dans cette partie-là. Et on va passer comme ça. Et là, on est nickel normalement. ouais, parfait. Voilà. Bienvenue à toi, Jonathan. Alors, tu as pris un rendez-vous à l'arrache hier, hein, c'est ça? Ouais, non, c'est moi et mon Google Calendar qui savent pas se mettre en coordination. C'est tout un art, l'organisation. Ah ben justement, il me semble qu'on va pouvoir en parler. Je te laisse te présenter déjà? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Jonathan, je suis chef de produit, donc CPO chez WP Media. Donc, WP Media, c'est une entreprise française qui développe essentiellement des produits pour accélérer le temps de chargement des sites internet. Euh, Essentiellement sur WordPress avec un produit assez connu qui est WP Rocket, mais aussi après on a d'autres produits qui sont hors WordPress. Mais voilà, vraiment spécialisé dans la performance. Donc, je suis passionné de performance depuis pas mal de temps. Et puis avant ça, donc avant de WP ça commence à faire un petit bout de temps. Maintenant, ça fait 7 ans et demi. Ouais. J'étais développeur web en agence et puis même si on remonte encore plus loin, j'étais teinturier Ah à ouais? la base. Et si on remonte encore avant, j'ai fait 2 ans, j'ai dû faire un nombre incalculable de Big Mac chez McDo. Donc vraiment, D'accord. il y a pas mal d'évolution. Donc t'as fait quoi comme étude, toi? Oula, bah si on remonte très loin, donc comme je te disais, j'ai un bac +2 et +3 en teinturerie que j'ai Ah oui. abandonné parce qu'à l'époque, j'ai vu que c'était un secteur qui avait pas vraiment qui allait vivre beaucoup. Donc on le voit, de toute façon, Lyon, moi je suis de Lyon, donc Lyon était la capitale de la soie auparavant et enfin toutes les entreprises de teinturerie et tout se sont cassées la gueule dû à différentes histoires inégales à cause des lois européennes et que les Chinois n'ont pas les mêmes restrictions. Donc je suis parti sur le dev, étant passionné de développement. J'avais un site à développer et puis j'ai appris et puis voilà, je suis tombé dans le dev comme ça et j'ai beaucoup énormément aimé. Donc Ah, j'ai fait des profil études après atypique dans le donc. dev. Ouais, j'ai fait des études dans le dev jusqu'au bac +4. En fait, j'ai fait un master mais j'ai pas fini. Parce que c'était du bullshit. Ok. C'était pour devenir on appelle ça chef de projet. Mais voilà, enfin en fait il y a donc cursus. Alors c'était il y a 7 ans et demi, donc peut-être que ça et j'espère que
c'est différent maintenant. Mais à l'époque, au niveau des études, pour un développeur, la suite logique était de devenir chef de projet, mais ça allait pas du tout en fait. Hein. Être développeur et être chef de projet, c'est deux métiers complètement différents, avec des compétences différentes, plein de choses différentes. Et enfin, moi, ça m'a pas plu et donc j'ai pas continué. J'ai pas continué le master. J'ai eu une offre de CDI en agence où j'ai rencontré en plus mon associé de VP Média, Jean-Baptiste. Donc tout un mal pour un bien. Ok, ok. Ah ouais, sacré parcours. J'aime bien, moi, ces parcours-là, c'est les plus intéressants. Ouais, parcours atypique. Après, je pense comme pas mal de personnes de notre tranche d'âge où on n'avait pas d'école hein, pour devenir dev. On a tous appris, on est tous un peu autodidactes au niveau du dev. Alors maintenant, il y a pas mal d'écoles avec l'Epitech, U42, toutes ces écoles-là. Mais c'est vrai que sur notre génération, oui, on est des passionnés, quoi. Enfin, on a appris sur le tas. Il n'y avait pas encore d'école, d'études vraiment très poussées là-dessus, quoi. Ouais, 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 ouais. Puis, ben, forcément, un profil atypique dit que tu sais pourquoi tu as mis les pieds ici, quoi. C'est pas parce que tu as fait des études là-dedans que tu as fait ça. C'est parce que tu avais envie de le faire. Donc, Ah oui, oui, oui. Ah bah, moi, j'ai toujours vu le travail devait être comme étant une source de plaisir. On passe tellement de temps au travail que si c'est pour se lever le matin en ayant tout le temps la boule au ventre, bah ça sert strictement à rien du tout. C'est ce qui m'est arrivé quand je travaillais dans la teinturerie. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je me levais tous les matins, j'avais la boule au ventre et je me suis dit plus jamais quoi. Il faut que je trouve un métier où quand je me lève, j'ai pas l'impression d'aller travailler. Et en faisant du dev, bah j'ai jamais eu l'impression de travailler. J'ai l'impression de m'amuser en fait. Entre guillemets. Et donc c'est un plaisir de travailler, de se lever le matin et de faire quelque chose, de développer quelque chose. Alors, même si je développe beaucoup moins qu'auparavant, mais c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est toujours vrai? bah alors ça dépend sur quoi. Par exemple, autant le plugin requête. Donc vraiment au début j'ai beaucoup développé, genre, on va dire 90% du code, mais très vite on a très vite délégué le plugin. Au bout de 2 ans et demi, si tu me demandes une dernière ligne de code que j'ai fait dans le plugin, une vraie, hein, quand je veux dire un vrai truc, pas juste une petite ligne dans un tableau pour faire une exclusion, ça fait une éternité. Hein. Non, non, Ok. non. Le plugin en lui-même, ça fait une éternité. Je reconnais même plus le code aujourd'hui. Hein. C'est tellement mieux, plus standard, plus moderne, etc. Par contre, je m'occupe du site requête. Bah là, par exemple, je prépare. Je prépare la sortie du nouveau site qui devrait arriver assez sous peu, je l'espère. Ok. Mais de moins en mais l'objectif est de plus faire de dev. Hein. Vraiment, mon job, moi, c'est d'être au produit, donc de penser, bah déjà d'être à jour, de faire de la veille et de penser les nouvelles fonctionnalités, de voir ce qu'il existe déjà sur le plugin et sur les plugins et comment les améliorer. Enfin, c'est produit, c'est penser et nouveaux produits et comment améliorer les produits existants. Ouais, donc, tu as changé de métier. C'est pour ça que je te posais cette question. Hein. Oh Est-ce que oui, c'est... et en 7 ans, j'en ai eu des casquettes. On en a eu même. Parce que je suis pas seul avec JB. On a tout appris sur le tas. En termes de casquettes, on a des casquettes de recruteur, casquettes de support. On a fait du support tous les jours pendant 3 ans. Euh, Quand on monte une boîte, en général, on n'est pas préparé. Et donc, il y a des choses, en fonction de comment avance l'entreprise, bah, des choses qu'on apprend sur le tas. On n'a pas de diplôme ou de formation sur la gestion d'entreprise. Donc, on a appris énormément de choses sur le tas, tout ce qui est marketing, tout ce qui est recrutement. Alors après, je dis marketing, mais je me suis pas je m'auto-proclame pas marketeur, parce que c'est quand même un métier Ouais. et c'est aussi très très large. Donc on va dire, je suis niché sur la rétention. Donc, mais après, non, non, sur l'acquisition de clients, maintenant on recrute. Hein, l'objectif c'est de recruter des talents qui font les choses mieux que nous. Hein. Ouais, donc, c'est ce que tu me disais quand on s'est eu, je sais plus, c'était la fin de semaine dernière, je crois. Ouais. Donc, en fait, vous avez commencé à deux avec JB. Enfin, tu as même commencé tout seul Euh, le dev du plugin. Et finalement, vous êtes 36, c'est ça? Ouais, 36, ça augmente 37 bientôt. On a commencé à 3 exactement, en étant trois associés. Après, on s'est séparés
2016 ou 2017, je sais plus, ça commence à dater, 2017, du troisième associé. Et oui, là, on a une grosse croissance cette année. Et là, on est 36, là, on va être 37, ouais. 37, et puis on a encore une offre, donc on va être 38 assez sous peu. Ouais. Ouais, donc là, c'est plus du tout le même métier, quoi, hein. C'est... Non, pas du tout les mêmes métiers, pas du tout les mêmes responsabilités aussi, parce que Mm. bah tu fais vivre 36 autres personnes, donc c'est comme quand tu as des enfants, faut s'occuper d'eux et faut les bichonner, faut faire en sorte qu'ils restent. Donc oui, oui, c'est pas Ouais, pareil. puis gérer l'aléatoire de l'humain, quoi. Oui, ouais, l'humain c'est autre chose. Ouais. Comme les enfants, hein, non, mais l'humain, de toute façon, c'est compliqué à gérer de partout, dans n'importe quelle Ouais, situation, que ce soit dans un couple, dans une entreprise. Enfin, l'humain en soi, hein, c'est pas facile. c'est clair, c'est clair. Donc, vous êtes passé d'un plugin qui a été balancé dans la multitude de plugins à un produit, un vrai produit qui fait vivre 36 personnes à l'heure actuelle. C'est ça, ouais. Ouais. Donc, après, il n'y a pas que Rocket, hein. On a trois produits, donc c'est les. Je dirais que Rocket, ça fait un petit moment que j'ai pas mis le nez dans le chiffre global, mais il doit représenter 80% du chiffre. Ouais, Peut-être un peu moins, même 75. On a, on a lancé un nouveau service en mars qui fonctionne plutôt bien, donc il commence à prendre un peu de part au niveau du chiffre d'affaires global. ok. Tu peux nous en parler, hein? Bah, c'est Rocket CDN. En fait, on a un peu toujours la même façon de penser les produits chez DOP Media. C'est à chaque fois qu'on nous demande bah, qu'est-ce qui fait le succès d'un produit, et pas forcément les nôtres, hein, c'est vraiment une vision qu'on a. Bah, on répond toujours la même chose, c'est la simplicité et le support, parce que si t'as pas l'un de ces deux points, bah, ton produit peut pas. Tu peux avoir le meilleur produit au monde, bah, si tu respectes pas ces deux mots-là, ça ne fonctionnera pas. La simplicité du fait que bah, si le produit est compliqué à utiliser, bah, les gens vont pas l'utiliser parce qu'ils savent pas l'utiliser, donc ils vont aller voir un concurrent. Euh, et si t'as pas de support, bah, c'est pareil. Ça veut dire qu'ils ont un problème, tu peux pas leur résoudre, et donc encore une fois, ils vont avoir une raison d'aller ailleurs. Donc c'est vraiment les deux points clés. On peut avoir un produit un peu bancal, mais s'il est simple à utiliser et qu'il a du support, il peut fonctionner, quoi. Mais à Mm, mm. l'inverse, on peut avoir un super bon produit qui est le plus puissant au monde, mais qui est tellement compliqué à utiliser, même avec le super bon, meilleur support au monde. Mais si à chaque utilisateur, il faut passer 2 heures pour expliquer comment ça fonctionne, bah ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Donc Rocket CDN, pour rebondir là-dessus, on est beaucoup à l'écoute des clients, donc on a lancé WP Rocket. C'est à l'époque où on trouvait les solutions gratuites vraiment compliquées à utiliser, donc on a vraiment simplifié tout le workflow et tous les termes barbares qui peuvent exister en web performance. Ensuite, on a eu des retours. Oui, j'ai mon site qui est rapide, mais il est encore un tout petit peu lent à cause des images. Parce que j'ai des images un peu trop lourdes. Donc, on a fait Imagify suite à ces retours-là. Donc, ça permet de réduire le poids des images sans perte de qualité. Et après, Les SEO connaissent en général, ouais. et, euh, et ensuite, en se lançant maintenant, on a plus d'1,3 million sites. Euh, Ah ouais. donc on a une audience ouais, aujourd'hui, Rocket est le deuxième plugin le plus utilisé. C'est-à-dire que on est devant tous les autres gratuits et il en reste plus qu'un devant gratuit euh, à ce jour. Donc il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de sites. Et donc on a une audience internationale et on a remarqué que beaucoup de nos utilisateurs utilisaient un CDN. Donc un CDN, c'est ce qui permet de servir les fichiers CSS, JS, images en fonction de la localisation de l'utilisateur. C'est un peu, j'aime bien toujours faire l'analogie à un voyage en avion. Bah, pour faire Paris-Londres, c'est toujours plus rapide que pour faire Paris-New York. Et c'est le même principe pour, euh, pour le CDN, c'est de mettre des points de localisation un peu partout dans le monde pour servir les images en fonction de la localisation du visiteur sur le site. Ouais, donc là, Et vous êtes en ça, c'est frontal avec Cloudflare, en fait, hein. ouais, bah on est toujours en frontal avec tout le monde. On est toujours en frontal avec des concurrents, ça c'est sûr.
Après, le marché est tellement large. Ouais, ouais. Et la complexité des CDN, c'est qu'il faut les chercher, il faut déjà comprendre ce que c'est, aller faire un benchmark des différents CDN, connaître sa bande passante d'utilisation, parce que c'est facturé à la bande passante. Ensuite, il faut le payer. Il faut mettre l'intégration sur son site pour pouvoir intégrer le CDN sur son site. Donc soit avec Rocket ou soit avec d'autres plugins qui font le lien. Et après, ça fonctionne. On a vraiment voulu simplifier le workflow, tout ça. En gros, tu vas dans la mine de Rocket, tu payes et tu as ton CDN qui est fait et qui est configuré pour des performances optimales. Donc on met tout le HTTP2, enfin voilà, tout le truc est configuré et c'est du CDN illimité avec un fair use qui est quand même assez haut. Ok. Ce qui fait que t'as même pas besoin de te demander combien j'avais besoin par mois. C'est tu sais que tu payes 7,99 par mois et t'as pas à te prendre la tête. Tu l'as configuré, tu l'as acheté et tu l'oublies quoi. Euh, c'est vraiment ça. À chaque fois qu'on fait des produits ou qu'on améliore nos produits, c'est toujours dans une optique comment on peut simplifier le temps de configuration à l'utilisateur. Mm. C'est moins de temps il met à le configurer et ben meilleure est son expérience utilisateur à ce niveau-là quoi. Ouais, surtout que c'est des trucs très, très techniques, hein. Très technique. La plupart de nos clients sont des personnes qui connaissent rien. Alors, bien sûr, il y a des gourous de la performance qui sont utilisateurs, mais ça représente un pourcentage vraiment très minime. La plupart de nos utilisateurs savent aujourd'hui, quand tu vas sur Google, comment je dois améliorer mon référencement, bah, il y a toujours une grande chance que sur certains textes-là, tu vas avoir une recommandation sur l'amélioration du temps de chargement. Et donc, ils savent qu'ils doivent améliorer leur temps de chargement et après, ils cherchent comment le faire, mais ils veulent pas le comprendre. Ils veulent juste avoir un site rapide. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et donc, si on revient un petit peu au démarrage, vous êtes parti d'un plugin qui était gratuit au départ? Non, on s'est tout de Jamais? suite, non, ouais, c'est jamais, ça a été gratuit, ça a été payant dès le départ. On s'est posé la question, est-ce qu'on fait du freemium, donc une partie gratuite, une partie payante, ou tout payant, et on est parti sur le tout payant directement. Et donc, Le pourquoi, c'est parce que comment on fait sa place dans la multitude le terme multitude est même petit, hein, dans la multitude de plugins WordPress, d'autant plus quand on est euh, payant. alors, nous, la différence, enfin la différence, je ne sais pas quelle est la différence avec les autres, mais l'avantage, voilà, c'est le mot que j'ai trouvé, c'est l'avantage qu'on avait, c'est qu'on n'était pas méconnu dans la communauté WordPress à l'époque. Moi, je tenais geekpress.fr, qui était un blog que je tenais quand j'étais étudiant, et j'avais posté plus de 200 tutos sur WordPress. Et j'avais écrit un petit bouquin sur WordPress. Donc on était et puis pareil les tous les trois on n'était pas méconnus. Donc ce qui fait qu'on a pu Ouais. avoir des reviews sur les blogs d'autres influenceurs WordPress. Alors bien sûr toujours hein, s'ils ont publié parce qu'on dit c'est les copains etc. Mais les copains vont pas publier si le produit c'est de la merde quoi. C'est s'ils ont aussi voulu publier à cette époque-là, c'est que le produit était bon et on l'a pas foutu un flingue sur la tempe pour qu'ils aillent publier les articles. Donc ça nous a pas mal aidé à avoir de la visibilité dans le marché francophone. Et ce pourquoi on l'a pas fait en freemium avec une partie gratuite, c'est qu'on se disait qu'est-ce qu'on va mettre gratuitement? Juste la fonctionnalité de cache, qui rime un peu à rien. Autant proposer un produit complet parce qu'il y a aussi des avantages et inconvénients de faire du freemium. Ça veut dire qu'il faut maintenir le code à deux endroits, dans deux repositories, le truc gratuit, le truc payant. Donc nous on voyait plus d'inconvénients qu'autre chose à faire du freemium. Et au final, bah, ça s'est avéré être un choix plutôt payant parce qu'on a réussi à se faire notre place, à se faire notre place comme ça. Et on n'a jamais, et à ce jour, on est toujours le seul plugin de cache full premium, quoi. Hein. 7 ans et demi après, on est toujours le seul premium, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. De toute façon, oui, après Freemium vient le problème de la tarification.
une tarification complexe en plus. Bah, Alors que là, ben, la tarification, elle est simple. et oui, voilà, tu sais pourquoi tu payes. Et qui était comment on a réussi justement pour répondre à ta question, qui était à percer. C'est aussi parce que c'était payant. Je m'explique. Euh, Quand c'est gratuit, en général, c'est pour ça que je dis en général, c'est pas une règle. euh, c'est compliqué d'avoir du support. À l'époque. Maintenant, c'est différent parce que les concurrents ont été repris par des grosses entreprises, donc ils maintiennent le support. Mais à l'époque, le support des plugins de cache free était quasi inexistant. En plus, en anglais, Mm, puisque mm. il n'y avait pas encore les traductions en place sur le repo de WordPress. Et lorsqu'on a fait notre premier sponsoring au WordCamp Paris, donc le WordCamp, c'est les événements un peu partout dans le monde qui sont spécialisés sur WordPress, donc que des conférences sur WordPress. Les, les utilisateurs sont venus pour nous remercier, non pas parce que leur site était rapide, mais parce que ils avaient reçu un support rapide en français et que le produit était simple à utiliser. Ouais, Donc ouais. c'est ce qui nous a fait, ça a vraiment eu un déclic chez nous sur OK, dès le départ, c'était une vision qu'on avait, mais il faut vraiment qu'on appuie sur sur ce point-là qui est de continuer de faire un produit simple et surtout pour fournir un support de qualité parce que c'est ce qui fait la différence. Et au final, c'est ce que les utilisateurs payent. Ils ne payent pas le code, ils ne payent pas l'outil, ils payent, parce que c'est du GPL, donc ils payent l'accès aux mises à jour et au support. Donc, sachant ça, il faut qu'on soit d'autant plus à cheval sur le support et la simplicité d'utilisation. Ouais, et justement, le support, tout le monde sait que c'est quand même pas forcément plaisant. Ça représente, ça représentait combien de temps au début, quand vous étiez deux, ça vous représentait combien de temps? T'as une idée? Euh, alors là, je m'en souviendrai plus. Ça m'a jamais pris du full time. J'ai toujours été libre de pouvoir développer entre-temps à côté d'autres features. Après, c'était un autre temps. C'est, j'avais pas encore de gamin. Donc, par exemple, je vais te prendre la fonctionnalité du CDN. J'ai développé de minuit à 6 heures du matin. Donc, c'est des choses qui maintenant, c'est juste impossible à faire, quoi, de coder maintenant, à 10h30, je fais dodo, quoi. Coder le soir, c'est juste envisageable, quoi. Inenvisageable. Mais non, enfin, ça prenait du temps, mais après, c'est pareil. On a commencé les 8 premiers mois qu'en France. Donc, la base de clients n'était pas non plus énorme. Pour te dire, au début, euh, tellement on avait du temps, j'avais un fichier Excel. En fait, j'allais sur les sites de tous les clients qui installaient le site et j'allais Ouais. voir s'ils avaient un problème. Parce que des fois, les clients se rendaient pas compte qu'ils avaient un problème. Donc, j'allais visiter tous les sites et j'allais contacter les clients un par un pour leur dire attention, vous avez un souci, allez désactiver cette option-là pour pouvoir résoudre le problème. Ah Aujourd'hui, ouais, c'est tu juste faisais de impensable de faire. l'anticipation de support, quoi. Ouais, C'était... ouais, 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 Ah ouais, là, c'est c'est. du support Mais là, plus plus, aujourd'hui, là. c'est juste impossible. 1,3 million, ouais, ça commence à devenir C'est plus pété. possible. C'est plus possible. Et donc, t'as jamais souffert. J'ai l'impression que t'as jamais souffert de cette notion de support. Moi, pour Non, parce que le déjà gérer support, des choses en SaaS, etc., je sais que le support, c'est quelque chose qui est assez complexe et assez dur à vivre, en fait. Hein. ah, puis pour les caches, nous on a un produit de merde, hein. Dans merde, dans le sens où Ouais, il est, euh, il est conflictuel avec tout. Donc le thème, les plugins, le le serveur, la serveur, version de ouais. PHP, machin. Ouais, C'est pas, si je prends l'exemple de Imagify, ça touche pas au front, c'est que les images. Donc la quantité de bugs possible est pas du tout la même, quoi. mm, Pour te donner un ordre d'idée, Imagify, on est trois au support pour 500 000 utilisateurs. Sur Rocket, on est 15 au support pour 150 000 utilisateurs. Donc ça montre vraiment la complexité du produit en lui-même, quoi. Mais non, le support, c'est bien et c'est vital d'en faire et que tout le monde en fasse. Parce que le support, c'est le lien direct entre ton produit et tes utilisateurs. Donc nous, c'est ce qui nous a permis et puis étant développeur et faire du support, un client à l'époque, ça nous arrivait, un client, un utilisateur a un bug.
il remonte le bug à midi et à 1 heure, je push une nouvelle version pour fixer le bug, quoi. Parce que j'étais en capacité de pouvoir régler le problème dû au fait que la personne a fait un ticket de support et si elle nous aurait pas contacté, on n'aurait jamais pu fixer ce problème-là. Ouais. Et le support, comme je disais, c'est le lien direct entre les utilisateurs et le produit. Donc, tu récupères un nombre de retours clients incalculable. Donc, au-delà de répondre aux questions des utilisateurs, tu récupères énormément de feedback. Donc, c'est vital pour une entreprise, en tout cas pour une entreprise qui vend des produits comme nous, de s'intéresser au support Ouais. et de placer le support en point central. Enfin, le support a toujours été Alors, un point central. alors justement, par rapport à ça, comment tu gères le feedback pour éviter de créer une usine à gaz? Si tu vois ce que je veux dire. Oui, parce que c'est sûr que certaines fois on a des retours. Ah bah ça pourrait être facile de mettre ça en place. Sur le papier, oui, c'est facile. Dans la vraie vie, c'est différent. Bah en fait, on utilise un outil qui s'appelle Product Board où on récolte tous les avis et puis on les trie. Voilà. Et puis des fois, quand c'est vraiment pas faisable, on leur répond directement. Bah voilà, merci pour votre retour, mais ça c'est pas possible de faire pour X raisons. Et ça leur permet d'avoir une réponse à leurs suggestions et comprendre pourquoi c'est pas faisable ou pourquoi on veut pas le faire. Des fois, c'est juste une question de c'est trop niché comme features, ça Ouais, apportera c'est rien ça. ou ça répond, enfin, ça correspond à tellement un faible pourcentage de nos utilisateurs qu'on va pas complexifier l'outil pour pas grand chose, quoi. Mm. Ah ouais, bah oui, parce que ça, c'est souvent une problématique de beaucoup d'outils hein, où ça finit par être une usine à gaz où le tableau de bord de paramétrage, il fait 4 km de haut et au final, c'est plus compréhensible, Bah, quoi. ça, c'est une problématique qu'on a eue cette année sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps et j'ai été concentré. C'est, bah, en fait, avec le temps, si tu compares la version 1 de Rocket à la version de début d'année, bah forcément le web et la performance changent et donc bah Rocket en lui-même est devenu de plus en plus gros et en ayant de plus en plus d'options et donc Ouais, en devenant de plus en plus difficile à configurer ouais. et on commençait à avoir des retours Rocket est trop compliqué à configurer, j'y arrive pas et pour nous c'est inconcevable d'avoir ce genre de retour là Bah, vu ce que et tu nous as dit au début, non, oui. L'idée, c'était de simplifier la vie des gens voilà. sur quelque chose de complexe et au final, vous arrivez à créer quelque chose de presque plus complexe que le sujet de base. Donc, Et si tu regardes les derniers changelogs des versions majeures, bah, on commence à virer des options parce que il y a des options comme la minification HTML qui était un standard auparavant. Bah, aujourd'hui, au final, ça t'apporte rien en termes de, en termes d'optimisation. On a fait des tests, ça te fait gagner 0,1 KB kilobytes en moyenne sur un site, puisque maintenant on a tout le monde a du gzip. Euh, ouais. la minification ne sert quasiment à rien. Et puis en plus, si tu vas regarder le code source de gros sites comme YouTube, Apple, etc., ils minifient pas leur HTML. On a supprimé une remove query string. Enfin, vraiment, là, on fait vraiment un clean de ce qui sert plus à rien et des fonctionnalités, par exemple, qui sont activées en grande majorité par les utilisateurs. Et ben, si on se rend compte qu'elles sont activées par plus de 90%, on enlève l'interface utilisateur et on active par défaut l'option. Donc, on supprime pas l'option d'elle-même, si on supprime l'interface utilisateur pour activer l'option par défaut, puisque ça fonctionne, ça pose pas de bug. Autant enlever du temps de configuration à Ouais, donc vous l'utilisateur. profitez de la statistique de l'utilisation de vos users Ouais, pour finalement vous dire, bon, bah ça, c'est du défaut, quoi. exactement. On utilise Mixpanel pour ça. Donc c'est sur consentement de l'utilisateur, anonymement bien sûr. Donc c'est une case à cocher dans le plugin et on récolte bah, toutes les options qui sont activées, les versions de PHP, les versions de WordPress, etc. Ça nous aide à augmenter les versions minimum requis. Par exemple, sur la prochaine version qui va sortir début décembre, bah, il faudra avoir PHP 7.0 au minimum pour pouvoir l'installer. Ah, voilà, on regarde beaucoup les datas parce que c'est comme ça que nos utilisateurs, qu'on sait comment les utilisateurs utilisent le plugin et il faut aussi être à l'écoute et façonner le plugin en fonction de leurs besoins, quoi. Ouais, mais toujours dans l'idée de simplification. C'est ça qui est intelligent, quoi.
à fait. C'est toujours quand on fait une nouvelle feature, c'est on met le côté optimisation d'un côté et comment ça peut être fait le plus simplement possible. C'est vraiment le nerf de guerre, quoi. On passe même plus de temps sur comment rendre le truc simple que au niveau du dev en lui-même sur les fonctionnalités prennent beaucoup de temps, mais je veux dire sur les Le côté UX, benchmarks, quoi, ouais. etc. Le côté expérience utilisateur est vraiment vraiment important. Ouais, complètement. Complètement. Comment on passe pour toi, c'est quoi les étapes clés de passer d'une entreprise de 2 associés à une entreprise de 10 personnes, de 20 personnes, de 30 personnes? Est-ce que tu as senti des paliers qui qui sont des points clés, ou est-ce que pour toi c'est... Moi j'ai toujours pour habitude de dire en fait que la vie d'un entrepreneur ça ressemble plus à un escalier avec des marches qui sont plus ou moins grandes qu'à une pente douce, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Oui, alors, ouais, il y a moi, je pense qu'on peut appeler ça des paliers. On a toujours eu des moments où, quand on prenait un petit peu de recul avec JB, on s'est dit, ah, ok, là, c'est peut-être le moment de faire ci, peut-être le moment de faire ça. Après, pour moi, le point clé, c'est surtout de déléguer, savoir déléguer, et de déléguer l'organisation, déléguer le marketing, ce genre de choses-là. Par exemple, on va, on va considérer ça comme étant un palier. À un moment donné, on s'est dit avec JB, bon bah c'est bon, là l'année prochaine on va faire plus d'1 million de CA. Ça commence enfin c'est sérieux quoi, c'est vraiment sérieux, 1 million de chiffre d'affaires, etc. Ce serait peut-être temps de s'organiser, que ce soit au niveau facture, que ce soit au niveau voilà. Oui. Voilà, de base nous des devs, hein, dev et CEO, donc voilà, c'était pas forcément très bien organisé au départ, et donc voilà, on a décidé d'embaucher Émilie à l'époque, qui était notre responsable organisation. Puis voilà, on a mis en place des outils pour gérer les vacances, les vacances, les jours de congé pour les collaborateurs, des outils de management de projet. Enfin voilà, au bout d'un moment, des fois, tu as des petits paliers comme ça, tu te dis bon, ça serait peut-être bien d'avoir ci, peut-être bien d'avoir ça. Il y a eu d'autres paliers qui sont peut-être plus euh, personnels, dans le sens où c'est un manque de compétences. Comme je disais, je vais jamais m'auto-proclamer marketeur, et au bout d'un moment, bah voilà, moi j'ai senti mes limites au niveau du marketing pour l'acquisition client, etc. Bah voilà, c'est temps d'embaucher une responsable marketing, quoi. Et on l'a bien vu. Euh, on a recruté notre responsable marketing en fin 2018. Donc de 2018 à 2017, on a fait 23% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et de 2018 à 2019, on a fait, je crois, 50. Et Ah cette ouais. année, 60. Quand tu places les bonnes personnes aux bons endroits avec les bonnes compétences, bah forcément, elles sont meilleures que toi, et donc elles vont mieux faire les choses que toi, quoi. Et c'est normal, on peut pas tout faire, on sait pas tout faire, et on n'est pas Dieu, hein. On peut pas tout faire, hein. Il faut savoir, ouais, le point clé qui est délégué quand on arrive au point de rupture de nos compétences sur un point, de recruter, de pas avoir peur de recruter, et surtout de recruter plus compétent que soi. Parce que l'objectif, c'est d'apprendre des gens aussi, c'est pas de recruter pour juste manager les gens et dire ce qu'on a la flemme de faire, entre guillemets, quoi. Il faut que ce soit des personnes qui justement nous apprennent des choses, qu'on découvre des choses de leur part. Ouais, ouais. Ça me semble primordial. Et donc tu viens de nous parler de l'intégration d'une responsable organisation, Émilie, si je ne m'abuse. Alors, c'était il y a 4 ans, elle est plus là depuis 2 ans. C'est rigolo comme poste, ça. Enfin, c'est rigolo. C'est... Ouais, c'est ce qu'on appelle les COO, les Chief Operating Officer. Tu vois, j'ai même oublié c'est les termes anglophones, là. Euh, mais oui, bah, elle a été là pendant 2 ans. Elle a mis en place toute la partie euh, structurelle au niveau de l'organisation. Par exemple, avant, on n'avait pas d'outils de communication interne, je veux dire un intranet. Ouais. Maintenant, on a un intranet où on communique. Bah, par exemple, JB toutes les semaines fait une vidéo pour raconter ce qui s'est passé dans l'entreprise, ce qu'on prévoit de faire, les nouvelles embauches, voilà, un petit peu savoir ce qui se passe dans l'entreprise
parce qu'on est full remote. Ouais, c'est ce que Euh, j'allais te demander, ouais. donc non, même si Émilie est plus là, elle est tout ce tout ce qui a été mis en place est resté quoi. Une organisation, ça se change pas. En tout cas, c'est très difficile à changer, surtout une fois que c'est en place, quoi. Ouais, et même avant que ce soit en place, parce que là, justement, quelqu'un qui met les pattes là-dedans, alors que c'est vous qui avez créé l'organisation de départ, même si tu considères que elle est mal faite, ça reste quand même ton organisation. C'est pas trop dur, ça, pour vous et pour elle, finalement, aussi. Ça n'a pas été trop dur? Pour nous, non. Pour elle, je sais pas. Pour nous, non. Bah, quand tu délègues à des gens de confiance à qui tu fais confiance, enfin, c'est Ouais, mais c'est elle pas a compliqué. forcément C'est dû tout est. impacter aussi vos propres habitudes, quoi. Ah oui, alors après, moi, pour nous, ça a été impacté qu'en positif. Les habitudes, tu vois, à titre personnel, par exemple, on travaillait encore le week-end et nous a fait en sorte qu'on travaille plus le week-end et qu'on puisse enfin Ouais. s'occuper un petit peu nous le week-end. Euh, non, enfin après, comme toujours, t'as des points t'as des points de friction. Moi, j'aime bien le débat, donc ça me dérange pas de débattre avec les gens. L'objectif est d'arriver à un point d'accord pour qu'on trouve la meilleure des solutions. Mais non, enfin, de mon point de vue, ça a pas été compliqué. Après, je peux pas parler à la place des autres. Ouais, évidemment, évidemment. Mais non, non, nous, au contraire, enfin, ça a été un grand changement. Ça a été l'un des meilleurs choix qu'on ait fait à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui s'occupe de toute la partie organisationnelle de l'entreprise. Ok. Et donc tu me parlais, quand on s'est croisé sur les ondes Internet la semaine dernière, de, de culture d'entreprise. Je Ouais. pense que l'organisation d'une entreprise découle assez facilement justement sur cette notion de culture d'entreprise. Mm. Et finalement, ben, comment vous en êtes venu à faire un choix déjà, parce que tu me disais que vous aviez pas mal exploré les différents modèles de l'autre côté de l'Atlantique. Ben voilà, comment vous en êtes arrivé à faire un choix? Quel choix vous avez fait et pourquoi? Oui. Ouais, la culture, c'est ce qui fait entre guillemets c'est l'ADN de l'entreprise. Donc après, il n'y a pas de bonne ou mauvaise culture, hein. C'est chacun adapte sa culture en fonction de sa vision et de sa façon de voir les choses. Nous, quand on a fait ça, faut remettre dans le contexte que à la base, on a fait ça pour le plaisir. On n'a pas monté l'entreprise pour dire on va faire l'objectif c'est de faire 500 000 par mois. Non, nous notre objectif c'était de faire de faire 2000 euros net par mois en salaire, c'était déjà super bien. Et on avait même un petit fichier qui s'appelait million.php et on se disait qu'on allait faire 1 million en 10 ans. Donc c'est voilà, on a fait ça avec passion. Et à partir de là, quand on a monté la structure, euh, bah, on s'est dit voilà qu'est-ce qu'on n'a pas aimé quand on était nous-mêmes collaborateurs. Et on a essayé bah, de façonner l'entreprise pour éviter tous les points de friction qu'on avait quand on était nous-mêmes collaborateurs. Alors ça ne veut pas dire que l'entreprise est parfaite parce que oui, on a corrigé quelques problèmes qu'on avait vus dans les entreprises où on travaillait, mais on en a certainement créé d'autres que nous on ne voit pas et que nos collaborateurs n'aiment certainement pas. Donc j'ai pas pour ambition de dire que notre entreprise est parfaite au niveau culturel et organisationnel. Mais on a essayé de façonner justement la culture sur des points qui nous semblaient vraiment essentiels. Le premier qui est la confiance, faire confiance à tous les niveaux, au niveau des collaborateurs, et d'autant plus quand on est en full remote. Parce que nous, on est vraiment en 100% télétravail. C'est un sujet bon bah qui à cause de la Covid est devenu de plus en plus singulier. Et et si t'as pas confiance aux gens, et si tu peux pas facilement faire confiance aux gens, fais pas du remote. Enfin, tu prends un bureau et tu te mets au-dessus des gens pour pouvoir les surveiller. Donc déjà, la confiance, c'est un point primordial
pour la gestion d'une équipe en full remote. Et ça passe par plusieurs choses. Par exemple, on a on a une police de vacances illimitée. Alors, c'est-à-dire que on demande aux collaborateurs de prendre leurs 5 semaines. Alors, français, bien sûr, la loi, c'est légal, mais aussi nos collaborateurs étrangers, puisqu'on a des collaborateurs aux États-Unis et eux, par exemple, ils ont l'habitude d'avoir que 2 semaines de vacances. Donc déjà, on étend à 5 semaines, et même s'ils ont besoin de plus, ils ont besoin de plus parce que on a eu un mois super chargé et quelqu'un a besoin de se détendre et de prendre 2-3 jours. Il va prendre ces 2-3 jours. Il y a une personne, et ça arrivé à une multitude de fois, le gosse ou la gamine a une rage de dents ou je ne sais quoi, faut prendre une demi-journée pour l'amener au docteur. Compte à demi-journée pour l'amener au docteur et on va pas demander un justificatif du médecin pour savoir si c'était vraiment bien allé voir le docteur. On n'a pas d'horaire de travail. On te demande pas de travailler de 9h à 17h. Du moment que ton objectif et ta tâche accomplie, tu peux travailler, gérer le temps que tu veux. Donc il y a pas de temps de pause exigé. Il y a pas de. C'est vraiment un climat de confiance. On est tous des adultes, donc l'objectif est de travailler. Et de travailler dans ce genre de climat-là, quoi. Tu sais, et c'est tellement, je pense, plaisant et sécurisant aussi de pouvoir te dire, ah bah voilà, bah ce matin, je sais pas, j'ai mon pneu qui a crevé, je peux pas aller à mon bureau parce que certains prennent du bureau, Ouais. travaillent pas de chez eux. Bah, je vais pas me faire engueuler parce que je vais avoir 1 heure de retard, quoi. Et combien de fois j'ai des collègues qui me disaient, ah, putain, j'ai mon chef qui me fait chier parce que je suis arrivé en retard, j'ai mon pneu qui a crevé. C'est pas de ta faute si t'as crevé ton pneu, quoi. Bah non. Donc pareil, chaque teammate a sa CB. Donc sa CB, on est chez Revolut. Parce que moi, un gros point qui m'avait vraiment fait chier, désolé du terme, quand je travaillais en agence, alors, sur une des 2 agences en particulier, quand je devais acheter une extension, on parle de 50 balles, il fallait que je demande l'autorisation au comptable, pour le comptable me fasse une e-carte de 50 balles pour que je puisse acheter après mon truc, quoi. Bah non, là, t'as ta carte, tu files la facture à la fin du mois, et on n'a jamais personne en 7 ans qui s'est acheté les croquettes de son chien avec sa CB, quoi. Bah non. Et Ça, voilà, et ça leur donne une liberté. Bah voilà, je sais pas, un développeur qui a besoin d'acheter un abonnement sur tel hosting parce qu'on a besoin de tester la compatibilité entre les deux, bah il est autonome. Il n'a pas besoin d'aller demander à quelqu'un d'aller acheter le truc. Il peut l'acheter, il prend son abonnement et puis tous les mois il file la facture à la responsable comptable, quoi. Ouais. Un autre point qui est très intéressant dans la culture et dans la transparence, c'est le salaire. Alors attends, tu rajoutes C'était aussi transparence dans les valeurs là. Parce qu'en fait, t'es en train de. Tu commences par les valeurs. Je trouve ça très intéressant. Oui, bah, la confiance, oui, c'est un des points c'est un des points de valeur. On a 12 on a 12 valeurs. Alors, je saurais te les citer par cœur. Mais celle que je retiens le plus, par exemple, dans les valeurs, c'est le droit à l'erreur. On est tous humains, on a tous fait des erreurs et c'est pas parce qu'une personne fait une erreur que on va vouloir se séparer d'elle, quoi. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a eu l'erreur et ensuite apprendre de cette erreur-là. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'on 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 est sado et que on souhaite faire que des erreurs. Et Mais non, j'ai voilà, bien compris. mais l'objectif, c'est ok, bon bah on a fait l'erreur, on va essayer de comprendre pourquoi on a fait l'erreur et l'objectif est d'apprendre. Donc c'est surtout ça qui est important. C'est aussi d'avouer qu'on a fait une erreur. Ok, on a fait l'erreur et comment on peut la résoudre pour pas que cette erreur-là arrive la prochaine fois. Et moi-même, j'ai fait des erreurs, mais inadmissibles en pétant le site en pleine production, ce genre de choses-là, quoi. Enfin, et tout le monde en fait des erreurs, quoi. Des fois, j'ai fait des erreurs sur les campagnes marketing quand je m'occupais à l'époque d'envoyer les emails où je me trompais de lien, donc le lien était cassé dans la campagne email qui part à 40 000 personnes. C'est Ouais. tu vois, par exemple, l'une des boulettes que j'ai fait, c'était d'envoyer une campagne email qui disait aux gens, aux utilisateurs, que leur licence allait expirer alors qu'ils venaient d'acheter il y a un mois.
Je m'étais trompé de segment en fait. J'avais oublié un paramètre dans le segment d'envoi et voilà quoi. Donc les erreurs, Oh merde. ça arrive quoi. Ah bah ouais, c'est Les clair. erreurs, ça arrive. Il y a Alexis qui dit c'est cool ce mode de fonctionnement, belle vision. N'hésitez pas à faire vos retours via le chat, à poser des questions si vous avez des questions. Voilà, on Et avance sur le sujet. Si vous avez des points même des anecdotes, hein, n'hésitez pas. je vais me permettre d'avancer sur le point du salaire, parce que je trouve que c'est un point vraiment important et qui, je pense, aussi joue sur beaucoup sur l'entreprise et sur le recrutement. C'est qu'on a une grille de salaire qui est publique. Si vous tapez WP Media Salary Grid, vous allez tomber sur la grille de salaire. Donc, vous savez exactement combien nos collaborateurs et nous-mêmes gagnent mensuellement. Et c'est une grille de salaire qui est basée non pas sur des diplômes ou sur de l'expérience, mais sur un job type. C'est-à-dire que tu es à tel poste, tu gagnes, tu gagnes tant. Et après, il y a des ajustements qui sont ta grille de salaire est différente si tu vis en France que si tu vis à Los Angeles. À Los Angeles, Lucie, notre américaine, paye juste en loyer 2000 $. Donc si le job type est à 1500, non, elle va aller voir ailleurs. Si tu l'ajoutes pas un bonus de 2000 $, pas à cause, je sais pas, c'est pas une cause, mais du fait de sa localisation. Donc voilà, vous pouvez voir tous les critères qu'on a. Et je trouve, enfin, on n'a jamais eu de plainte euh, liée au salaire. On n'a jamais eu quelqu'un qui s'est plaint, ah machin il gagne plus que moi. Pourquoi? Bah tout le monde sait pourquoi il gagne plus que l'autre parce que c'est dû à parce que la personne a un enfant. Par exemple, une personne qui a des enfants, il y a un bonus de 100 euros. Tout est expliqué dans la grille en fait. Donc il y a pas de discrimination Je m'y connecte. si je puis dire quoi. Et l'avantage de ça, bah, c'est qu'aussi quand tu recrutes, bah la personne sait tout de suite à quoi s'attendre. Et il y a pas de négociation de salaire aussi possible Ouais. pendant l'entretien. Et la personne, bah voilà, elle est intéressée. Tu sais tout de suite que la personne est aussi peut-être intéressée par le salaire. Ça évite aussi de gaspiller du temps à, à ce niveau-là. Euh, 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 dans la confiance aussi, et qui est important, c'est si tu as dans la grille de salaire, tu as Jedi Knight, je ne sais un peu comment se souvient le Attends, select, je la mais trouve pas. ah bah attends, Je la je trouve vais te la pas. passer, puis après si tu peux la partager, tu la partages. Euh, C'est pas sur le site wprocket.me, hein. non 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 non, c'est un Google Sheet qui est dispo. Et faut taper grille Euh, salaire WP Media. je vais te la passer comme ça tu pourras la partager. The Google Spreadsheet, il est là. Est-ce que c'est bien la dernière? Ouais, c'est la dernière. Je te la mets sur Zoom. Sur Zoom. Voilà. Et le critère dont je te parle, c'est le performance. Donc, tu vois, tu as des droïdes, Jedi Knight, Wookiee, etc. Bah, ça, c'est des bonus que tu as en fonction de ton ancienneté et de tes performances, quoi. Attends, je vais passer. Voilà, donc là, normalement, bah, toi, tu as le retour, donc tu vois ce que je partage. Mm, tout à fait. C'est donc oui, au niveau de la culture, bah pareil. Après, on essaie vraiment de mettre en place il y a quelques semaines, on a fêté les 5 ans du premier développeur, donc Rémi, qu'on avait recruté. Et il a ressorti une phrase qu'on lui avait dit pendant l'entretien. Il s'était souvenu que on lui avait dit, nous, quand on recrute des personnes, on recrute des personnes pour vivre une aventure et pour rester avec nous 10 ans. Ça nous intéresse pas d'avoir des personnes et de recruter des personnes juste pour 1 ou 2 ans. Et pour pouvoir arriver à garder les gens, bah, il faut instaurer une culture d'entreprise, de la confiance, de la transparence. Il faut instaurer tout ça pour que les personnes puissent rester. Si on regarde Lucie et Marco, Lucie, Marco, Rémi, c'est les trois premières personnes qu'on a recrutées et elles sont toujours là. Alors après, oui, bien sûr, il y a d'autres personnes qu'on a recrutées entre temps et qui sont parties, mais ne serait-ce que Lucie et Marco, qu'on a recrutés en décembre 2014 et en janvier 2015, bah, ils sont toujours là et ça va faire 6 ans, 6 ou 7 ans. Donc c'est pas, ça veut dire quelque chose.
Ça avait été fait Et dessus. par rapport à l'évolution de poste, de responsabilité, de salaire, parce que là, je vois Padawan. Euh, quand est-ce qu'on évolue? Comment on évolue? Comment vous gérez ça? Alors, c'est un point qui est actuellement un peu en stand-by, Et si c'est des parce que questions qui justement, te font chier, on tu a me le dis, eu. hein. Non, 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 bah non, justement, c'est la transparence. Alors, c'est quelque chose. À l'époque, on l'avait mis euh, alors, la grille de salaire, c'est la grille de salaire, c'est au moins la. Là, c'est la version 2.1. Donc, elle a eu des versions, la grille de salaire. Donc, avant, on avait d'autres types de bonus. C'est pour ça que tu as un hall de bonus. Donc, on a itéré. En fait, à chaque fois, euh, alors bien sûr, après, elle a ses qualités et ses défauts, cette grille, hein. Elle a certainement ses défauts. Mais on a toujours pensé comment on peut récompenser le travail des teammates, parce que si on fait plus 20, plus 30 ou plus 40% de chiffre d'affaires, c'est pas juste grâce aux cofondateurs. Non, non, c'est grâce à tout le monde, À tout le monde, bah ouais. à l'effort de tout le monde. Et donc, comment on permet de pouvoir faire bénéficier tout ça aussi aux teammates. Donc avant, ça passait par un objectif de revenus. Par exemple, si on dépassait 50 000, eh ben, toutes les personnes qui travaillaient sur ce produit-là avaient 4% de salaire en plus. Alors après, ça fonctionnait pas trop parce que d'autres travaillaient sur une équipe et d'autres pas. Donc on essaie de trouver un truc plus global. Et donc là, en fait, c'est basé sur ta performance de travail, mais c'est un système qui a été un peu bancal, donc qui est actuellement en transition. Ils sont donnés des notes en fait. Donc on avait des Ouais. critères. Tu fais ci, t'as telle note. Tu fais ça, t'as telle note. Et le côté scolaire est pas. C'est les notes. Hein, on n'a jamais aimé les notes et on a vu les limites de l'outil. Et donc là, on est en période de transition où justement on se base plus sur des notes. On se base sur c'est du 360 feedback, ça s'appelle. Donc tout le monde fait des reviews. Enfin, une partie de l'équipe fait des reviews sur l'autre personne et il y a le manager qui après, euh, en fonction, c'est plus des notes, c'est des critères en fonction de. Tu sais, t'as les grilles, t'as la matrice qui est comme ça et tu peux positionner en fonction de certains critères. Enfin, voilà, c'est actuellement, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont Android parce que c'est en stand-by, on est en train d'y retoucher. Mais les personnes, justement, savent qu'elles peuvent, avec le temps, augmenter leur salaire. Euh, Toi, par exemple, pour parler du côté mettre les personnes dans de bonnes conditions, euh, bah, si tu as besoin d'un ordinateur, on peut être un ordinateur. Si tu as besoin d'une chaise parce qu'on travaille tous les jours sur l'ordinateur, bah, on te paye ta chaise. On a un budget qui est alloué à 250 euros par mois. Donc tous les teammates ont ce budget-là, 250 euros par mois. Et avec ces 250 euros par mois, tu peux faire un petit peu ce que tu veux dans les limites du raisonnable. Par exemple, je donnais des exemples. Une personne paye son yoga, une personne paye son abonnement de muscu, une personne paye son internet. En gros, tu peux allouer ce budget-là à ce qui pourrait faciliter un petit peu euh, ton, ton quotidien. Parce que tu vois, Ouais, ouais, ok. euh, bah, faire du sport, ça te permet de décontracter en sortant du travail et donc d'être aussi bah, plus serein, en meilleure santé, en meilleures conditions pour travailler. Et ça, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, certains pourront dire oui, mais c'est balancé 250 fois X à chaque fois. Mais non, parce que les collaborateurs, bah, ils ont une activité à côté, ils peuvent être quand tu ressors ta séance de yoga, bah, tu es décontracté, etc. Enfin, c'est du gagnant-gagnant. Et si les collaborateurs travaillent dans de meilleures conditions, bah, ils font un meilleur travail. Et un meilleur travail, ça veut dire une meilleure expérience utilisateur sur les produits, quoi. Et une Ouais, meilleure ouais, bien expérience sûr. Ouais. utilisateur, ça veut dire un meilleur bouche à oreille, donc une meilleure acquisition. Enfin, ça part de là, hein, la fondation, Surtout l'acquisition que vous client. n'avez pas la Enfin, possibilité de faire des choses en réel. Enfin, en réel, dans des locaux. ouais. Donc, vu que vous êtes tous en mobilité, ben, forcément, il y a un moment. Enfin, en remote. Tout à fait. Bah ça, on fait ce qu'on appelle C'est un petit peu cette partie-là que vous essayez enfin, que vous comblez finalement par ce biais-là, je pense.
Ça, c'est un bon point parce que vu qu'on se voit pas, et ben c'est compliqué de faire du team building comme on pourrait dire. Ouais. Et ça, pour essayer ça résout pas tout parce que ça dure qu'une semaine, mais une fois par an. Bon, malheureusement cette année on l'a pas fait dû à la Covid, mais on fait ce qu'on appelle un startup retreat, c'est-à-dire qu'on paye le voyage à tous les collaborateurs. On loue un complexe et pendant une semaine on travaille ensemble. Donc en général c'est du jeudi au jeudi. Ce qui fait que le samedi, dimanche, on fait des activités. Par exemple, l'année dernière, on est parti au Mexique. Donc, on a loué un complexe de 3 villas au bord de mer avec piscine. Et les activités, c'était du kayak dans un lagon au Mexique, où certains ont fait du cheval, d'autres sont allés se faire masser. Voilà, on essaye pendant une semaine de tous se rejoindre. Et de se voir, quoi, parce que les équipes en ont besoin. C'est toujours intéressant de se voir. En plus, c'est multiculturel, donc tu t'apprends plein de choses des autres cultures. Donc c'est vraiment très intéressant de voir tout le monde. Donc ça, on le fait une fois par an, pardon, pendant une semaine. Ok. Euh, On a et We Are WP qui est avec nous depuis un petit moment déjà. Je suppose que c'est ton collaborateur, ton associé. Il dit salut Joe. non, non, du tout. Et il a partagé le doc. Donc non, non, ok. Non, c'est pas JB, mais c'est quelqu'un de connu dans la D'accord. communauté WordPress. On a SEO, SEA Expertise qui dit, même dans des expertises, même dans des entreprises pardon, qui se disent RSE et consortent, je n'ai jamais vu une telle transparence, c'est fou, chapeau. Et donc il nous dit que c'est Thierry, We Are WP. Tout à fait. Thierry Pigot. Et on a Xavier, notre troll officiel, qui dit c'est la dictature du positivisme américain, ça. C'est un troll, Après, attention. oui. Après, on l'adapte. Hein. Ça veut pas dire qu'on a tout fait comme les Américains, mais ça a été beaucoup inspiré de ce qui se fait aux États-Unis, de notre voyage de 3 mois à San Francisco en 2014. On est allé vivre 3 mois à San Francisco en 2014 pour justement s'imprégner de la culture entrepreneuriale américaine. Je rajoute bien entrepreneuriale devant. Euh, euh, pour savoir ce qu'on pourrait faire plus tard si on n'avait pas encore de teammates à l'époque, on était encore juste trois. Donc voilà, c'est un travail de confiance en fait, hein. C'est ce qui fait que tu mets tes collaborateurs dans de bonnes conditions. On a un 13e mois, on a un 14e, même 15e mois. En fait, on reverse on appelle ça la prime d'intéressement en France. On reverse 10% du bénéfice à tous les qu'on divise après à tous les collaborateurs. Puis on essaye de faire des choses qui rendent aussi fière l'entreprise. On n'est pas là juste pour faire du chiffre, on est là pour faire déjà travailler sur des produits dont on est fier. Et après aussi de participer à notre niveau à d'autres choses. Par exemple, cette année, c'est la première fois qu'on a décidé on a reversé 1% du chiffre d'affaires à des œuvres caritatives. Et c'est les collaborateurs qui ont décidé à quelle œuvre et quelle proportion reverser un certain montant à une œuvre. Donc ça a été pour des constructions d'écoles, pour la planète, des personnes pour contribuer X temps sur WordPress. Et c'est vraiment des choses qui font partie de notre ADN et qui permet de créer ce type de culture d'entreprise, quoi. Ok, on a M. Khalifa qui dit on signe où? Et Xavier, non, je suis pas sûr que ça fasse avancer le schmilblick, ton histoire, là. Il nous dit la confiance, ça fait très famille comme approche. Je te dis, hein, c'est un troll. Hein. Ouais, après, il y a une frontière aussi, quoi. Tu peux jamais, t'as jamais des relations comme tu peux avoir en famille, quoi. Ça reste aussi le travail. Donc de là, et encore des fois la famille, la confiance, c'est pas parce que c'est la famille que tu peux avoir hyper confiance en quelqu'un. Donc C'est vrai. j'ai des gens dans ma famille où je leur fais pas forcément confiance. Hein. Et le recrutement à distance?
je ne saurais te dire la différence du recrutement classique. Je m'en occupe plus du tout. J'en faisais au départ et ben maintenant j'en fais plus du tout parce que je m'occupe des produits. Mais c'est pareil, hein, c'est des processus de recrutement qu'on a itérés. Alors nous on utilise Workable pour gérer ça, donc les gens soumettent dessus et nous ça nous permet de tout gérer. Après, moi je saurais trop te dire de choses là-dessus parce que j'en ai fait quelques temps et ça fait longtemps que j'ai pas fait d'entretien et surtout que c'est pas mon dada. Mais ça nécessite oui, c'est différent. Donc nous, comment ça fonctionne, c'est que alors, pour donner un petit peu le schmilblick, de mémoire, on a 3 rendez-vous, un avec JB, un avec le responsable de la section du pôle, et en général, il y en a après encore un troisième avec une personne du pôle. Et à chaque fois, soit on demande un test et c'est des questions. Alors je ne saurais pas donner le nom exact parce que c'est JB qui a trouvé ça et qui a mis ça en place. Mais les entretiens et les questions d'entretien sont faits en sorte que on puisse mieux connaître les compétences de la personne. On va pas lui demander de nous raconter où elle a travaillé et quels sont ses diplômes. Ça va être, par exemple, quelle est la chose dont tu es le plus fier. Si tu devrais changer quelque chose, qu'est-ce que ça devrait être. Enfin, tu vois, c'est. Après, je pourrais pas t'en dire plus parce que je fais plus du tout d'entretien et peut-être que les entretiens et les questions ont changé entre temps. Ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait. Ah ouais, non, parce que ça rajoute quand même une zone d'inconfort, le fait d'être à distance, même si c'est en visio, c'est pas simple. Le recrutement, c'est déjà pas simple. Et là, le faire à distance, je me pose vraiment la question, quoi, parce que Je vais c'est, répondre à la t'as confiance pas n'est la, pas. t'as pas la personne en face, tu vois. Oui, oui. Ah oui, oui. Puis des fois, tu peux avoir des. Ouais, quoique tu me diras, j'ai donné un exemple, mais il est pas bon. Donc oublions. Je vais répondre à la confiance n'exclut pas le contrôle. En fait, il n'y a pas besoin de contrôle dans le sens où on sait qui fait quoi. Euh, on va prendre par exemple un développeur. Si on fonctionne avec Scrum, donc on a des sprints. Si dans le sprint rien n'est fait, bah on sait que rien n'a été fait. Il n'y a pas besoin d'aller contrôler si la personne a fait ci, elle a fait ça. Enfin, il y a des project boards où on peut facilement voir si la tâche est faite, etc. Et enfin, pour le coup, sincèrement, en 7 ans, on a juste eu une personne qui a abusé de ce système-là, en fait. C'est bah ouais, c'est une forme de contrôle. On peut toujours jouer sur les mots. On a juste eu une personne qu'on a dû séparer, qui avait joué justement sur côté liberté, donc c'est-à-dire je travaille en fait juste 3 jours, juste 3 heures au bout de dans la journée. Donc non, ça là-dessus pour le coup, on n'a jamais eu de mauvaise surprise et ça a été toujours un bon point à ce niveau-là. Je me rends compte que j'ai plus beaucoup de lumière, donc si tu me Ouais, permets, c'est je vais vrai que allumer. tu vas Ouais, finir dans le noir, là. voilà. Bon, je suis désolé, j'ai fait mon petit OK Google parce que sinon c'était loin. C'est ton côté geek, ça, ouais. Ouais. Donc oui, Ah, donc tu vois les questions, c'est bon? ouais, 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 je les vois, ouais. Changement de. Oui, voilà, c'est ça. On regarde les objectifs et puis si les objectifs ne sont pas réalisés, bah il y a toujours une raison. Des fois, c'est parce que bah on a mis trop de choses ou on a fait un truc au dernier moment parce que le Scrum c'est d'être agile, donc c'est pas d'être figé. Donc des fois, ça nous arrive de changer un truc au dernier moment et l'objectif est toujours c'est souvent hein, qu'une deadline dépasse Ah bah et ça, on en essaie de dev, comprendre c'est le pourquoi toujours quoi. même. Enfin c'est normal hein, c'est normal en soi hein. C'est normal. Au niveau de la culture ou de transparence, est-ce que je pourrais ajouter de plus euh, et puis ouais, il y a tellement de choses, c'est large hein, ça pourrait en faire un live de 2 heures juste à ça hein. Mais j'ai bien résumé, je pense, au niveau de la confiance quoi. C'est de mettre les gens
dans de bonnes conditions et surtout de les faire travailler dans un environnement dont ils sont fiers. Et justement, par exemple, ce qu'on appelle ce 1% Retribution a eu un impact. En tout cas, on a eu beaucoup de retours ultra positifs de la part des collaborateurs qui étaient très fiers d'avoir pu faire ce genre de choses-là, quoi. Ouais, ouais, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui se posent ce genre de questions en ce moment par rapport au télétravail, hein. C'est une grosse, des gros changements en fait qui sont en train de s'opérer. Il y a des boîtes qui ont carrément fermé les bureaux là, hein. Deuxième confinement, premier confinement, ils avaient déjà tout préparé. Il y en a même qui avaient déjà tout fermé. Puis de la deuxième confinement, il y en a qui ont dit allez c'est bon stop, on passe tous en télétravail. C'est chaud, hein. C'est vous êtes parti de ça, donc je dirais bien vous Oui, avez ouais, on toujours est fait avec. ouais, full remote Ouais, depuis le début. Ouais. c'est clair. Ouais, pour répondre au troll de Thierry, oui, tu as 50% d'aide, ou même plus, je sais plus combien tu as d'aide. Après, ça part d'une initiative personnelle qui est de, si un jour on réussit, on souhaiterait aussi aider les gens et à notre manière. Et déjà, j'ai lu un livre il y a peu de temps qui dit que un est mieux que zéro. Et je trouvais ça important qu'un jour on puisse le faire. Et si un jour on peut faire plus, on fera plus. Mais déjà commencé crescendo cette année, on a commencé avec ça. Peut-être que plus tard, ça sera pourquoi pas. Il y a en fait, on a vu ça chez Awesome Motive, donc une entreprise américaine qui est assez connue dans la communauté WordPress. Donc ils font des produits, ça va peut-être plus te parler, comme OptiMonster, VP Forms. Qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ils ont tellement de produits. Et en fait, Sayed, donc le fondateur de cette entreprise-là, a créé plusieurs écoles dans des pays en voie de développement, etc. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment trouvé très inspirant et voir bah voilà comment nous on pourrait faire ça de notre côté et step by step. Se construire une école dans un pays en voie de développement, ça faut avoir des compétences, les gens qui s'y connaissent, etc. On a déjà commencé par faire ce 1% de redistribution et après on verra la suite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis après, c'est se mouiller aussi, hein. Parce qu'après, ben, tu peux avoir Euh, tous les trolls du monde derrière quelque chose comme ça, hein. Mauvaise gestion des sprints qui vient d'où? Non, Euh, attends, je crois que ça part de plus haut, hein. ouais, C'était par il y a rapport pas à d'autre question. l'agilité, en fait, hein. Ils sont en train d'échanger avec Sandrine GDTSB. Euh, donc c'était parti de l'agilité. Ouais. Donc Xavier disait, je suis pas un grand fan de l'agilité, c'est une question de mentalité avant tout. Et Sandrine qui lui répond, le souci de l'agilité, c'est la mauvaise gestion des sprints. Et dans ce cas, ça devient un tel bordel, 3 points de suspension, que plus rien n'avance. Et derrière, c'est pour ça qu'il met mauvaise gestion des sprints, qui vient d'où? Point d'interrogation. Bah ça, c'est comme tout en fait, hein. C'est un peu comme la grille de salaire qui itère, comme le système de recrutement qui itère. Bah, notre gestion de sprint on l'itère, hein. Donc elle est pas forcément peut-être parfaite encore aujourd'hui, elle le sera certainement si jamais. Mais notre façon et l'avantage aussi, c'est que on peut toujours tout adapter. Scrum c'est une chose, mais je doute qu'on suive le Scrum Hmm. Hmm. comme il est exactement à la lettre. Nous, on s'est inspiré de ce qui nous allait être utile et nous aider, mais j'ai des grands doutes qu'on suive vraiment la méthodologie Scrum comme elle devrait être. Comme beaucoup. Nous, on a vraiment eu on a vraiment essayé, hein, vraiment itérer l'organisation. On a essayé de faire des planifications sur un an de nouvelles fonctionnalités, mais ça peut pas fonctionner parce que pendant un an, tu as tellement de choses qui changent que tu as besoin de flexibilité. Et aujourd'hui, sincèrement, pour nous, en tout cas, ce qui fonctionne le mieux, et depuis que c'est en place, ça a été les sprints de 2 semaines. Ok. Depuis qu'on a implémenté ça, eh ben, on a été vraiment mieux organisé et plus productif à ce niveau-là. Depuis, ben, on sort une version mineure toutes les 2 semaines. On arrive à faire une version majeure tous les 3-4 mois. Donc certainement que
oui, on échoue de temps à autre à pas réussir, à pas suivre le sprint. Euh, mais et d'ailleurs, l'objectif, après peut-être que je me trompe, hein, mais c'est un cadrage. L'objectif est pas forcément de tout faire. Vu que c'est agile, si une tâche n'est pas faite au sprint 1, elle est basculée sur le sprint 2. C'est un peu le côté agile de la chose aussi, quoi. Donc on itère à chaque fois. Là, par exemple, la nouvelle itération sur les sprints, c'est que tous les lundis, ils font ce qu'on appelle un grooming session. Donc c'est déterminer les efforts des tâches. Ensuite, mardi, mercredi, jeudi, ils travaillent que sur des tâches de majeurs et vendredi que sur des tâches de mineurs. Alors qu'à l'époque, qu'il y a très peu de temps, c'était différent. On itère, hein, c'est toujours pareil. Hein, on essaye de trouver les points de friction, ce qui va pas et comment après on peut améliorer. Il y a Alexis qui te demande est-ce qu'il implique ses équipes dans la R&D? Ça dépend quoi. Ça dépend quoi. En général, comment ça se passe quand on, alors, au début, on va dire qu'une idée était soumise directement à tout le monde, comme ça, pêle-mêle. Mais après, plus t'as de personnes, plus t'as de retours possibles, et plus t'as de retours possibles, et plus c'est le foutoir. Donc, Mhm. demander un avis, tu balances ce truc à 36 personnes, c'est plus possible. Donc maintenant, on a une organisation une product team, une équipe de produits, dont moi qui suis là pour donner la vision où on doit aller. Et après, on a Haroun qui va s'occuper d'écrire cette vision-là et de faire les benchmarks, de faire ce genre de choses-là. Donc maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit ce qu'on appelle une epic card et on la publie sur GitHub et en interne. Et après, on discuter en amont. Et ce qu'on essaye en général de faire, et qui est aussi difficile d'arriver à chaque fois, quand on fait une version majeure, c'est d'annoncer le plus tôt possible ce qu'on prévoit de faire. Comme ça, si des personnes ont des retours à faire, on peut récupérer les feedbacks le plus tôt possible. Euh, En général, la R&D, vu que c'est très tech, c'est Haroun qui va la faire, donc il va faire les benchmarks, etc. Quand c'est hors de ses compétences, ça va être un développeur qui va pouvoir faire la partie JavaScript, par exemple, et faire par exemple, l'une des nouvelles fonctionnalités, il y a dans la 3.6, c'est notre CTO qui l'a fait et qui a fait toute la partie R&D sur ce truc-là. En général, la R&D est faite avec Haroun et en collaboration ou pas avec un dev en fonction de la complexité de la features. Et après, il y a toujours des discussions niveau UX. De toute façon, il y a toujours une communication entre les équipes, c'est-à-dire sur une question UX, Haroun va toujours travailler avec Lucie pour lui demander son avis. Voilà, là je te propose ça, qu'est-ce que t'en penses? Et elle va faire son retour. Ah non, ça j'aurais plutôt vu ci, j'aurais plutôt vu ça. Et puis après, on arrive au résultat et on publie la features à toute l'équipe en public et sur GitHub aussi en public. Ouais, ok. Donc c'est vous qui impulsez la R&D et vous... Il n'y a pas de possibilité de l'équipe de développement de proposer quelque chose. S'ils ont une idée, bien sûr, on écoute. Bien sûr, on écoute. Après, ça a rarement été en général dans ce sens-là. Ça a été, on a eu des retours de temps à autre de l'équipe de dev qui fait des retours et en général, c'est des retours qui sont priorisés. Et Et la R&D, les vous... devs aussi sont un peu dans le code, donc ouais, mais ça les empêche pas de faire de la veille. on n'a pas. Et Si justement, la vous... question est vraiment si les personnes ont un temps de R&D, non, elles n'ont pas de temps de R&D. Ouais, voilà. En tout cas, Enfin, pas à je ma sais pas si connaissance c'était ça la aujourd'hui, quoi. question, mais c'est une question qui découle de ça, en tout Ouais. cas, ouais. Ah ouais, Non, parce que c'est moi, vrai que avoir une demi-journée par semaine ou une demi-journée toutes les 2 semaines pour faire de la R&D, ouais. moi, en tant que dev, je sais que j'aime beaucoup ça, en fait. On a essayé de mettre en place, par exemple, ce qu'on appelait des dojos. Donc, en gros, c'est qu'un dev puisse faire un stream en même temps en live à des teammates, mais ça n'a pas marché, etc. Alors après, pour la raison,
j'en étais pas responsable, je peux pas te dire. Mais non, aujourd'hui, non, il n'y a pas de temps de R&D alloué, ou en tout cas, je suis pas au courant Ok. à ce niveau-là. Parce qu'après, voilà, on a aussi les équipes qui sont séparées. Moi, je suis plus en charge de gérer tout le monde. Je suis en charge de gérer la partie produit. Et donc, peut-être que il y a des choses dont je ne suis pas au courant à ce niveau-là. Ok. Il y avait Taille, je sais pas si tu as vu sa question hors sujet. Bah, en général, quand j'ai cette question, je réponds, c'est mon fils. Voilà. Et on a WeAreWP, donc Thierry, je suppose, je crois me souvenir, oui. Des retours de l'équipe support, point d'interrogation. Tu peux développer, Thierry, sur quel type de retour, s'il te plaît? Ça- Bah, je pense par rapport à la R&D. Euh, ouais, voilà, c'est ça, R&D, ouais. Ben, après, R&D, ça veut tout et rien dire, hein. Ça veut tout et rien dire. Ouais, là c'est plus de la R&D, là, ouais. C'est, C'est du bah, support et de ah, la maintenance, quoi, hein, mais... le, alors je pense pas enfin, je vais pas dire qu'on est de R&D, mais en gros, qu'on essaie de faire au plus et d'inculquer, c'est que déjà, on a deux types de, d'équipes de support. Le level 1, le level 2, enfin, technical et non technical. Donc déjà, c'est compliqué pour une équipe non technical de faire de la R&D sur une feature qui va améliorer le temps de chargement. Par contre, ce que font les technical, euh, quand il y a quand il y a un bug, bah, c'est eux-mêmes qui vont le fixer, qui vont faire le code et qui vont le fixer. Mais Ah c'est oui. pas la R&D. Enfin, on ne demande pas va demander à l'équipe de support de réfléchir à une nouvelle fonctionnalité. Ouais, Par voilà, contre, il ils nous font précise un énormément, plus au niveau voilà, évolution, hein, ouais. ils nous font énormément de retours. Par exemple, on va appeler ça, c'est ce qui va être pour moi la R&D de notre équipe de support, qui aujourd'hui, dans l'équipe, a les meilleures compétences et possibilités pour faire des retours suite à l'expérience utilisateur. C'est le support. Mm. C'est le support qui aujourd'hui bah, c'est la voix des clients, ni plus ni moins. Et quelque chose qu'on a itéré assez sous peu. Par exemple, jusqu'à très peu de temps, c'était moi qui décidais s'il devait être dans une version mineure. Sauf que ça peut pas fonctionner. Parce que ce soit moi ou Haroun, donc, qui est dans l'équipe de produits, on ne deal pas, nous, tous les jours avec les problématiques des clients. Donc, on ne sait pas si un bug est plus urgent qu'un autre. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a comme système, c'est on a des captains d'équipe, et ces captains d'équipe, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, font un call avec le captain des développeurs, Haroun, donc mon assistant, et j'aime bien plus un assistant, je vais enlever ce mot-là, et les captains support et les supports vont discuter avec Haroun et avec Rémi pour dire bah voilà, nous voilà the bug, on a pas mal de demandes, ça nous génère X tickets ou ça génère beaucoup de frustration, il faut le passer en priorité. Aujourd'hui, c'est l'équipe de support qui, par exemple, qui décide de ce qu'il doit avoir et de prioriser au niveau des versions mineures. Et pour le coup, je trouve que c'était un non-sens que ce soit à moi ou à Haroun de décider ce qu'il y avait dans une version mineure parce que c'était juste notre propre perception basée juste sur de la supposition Ouais. qui n'est pas du tout réelle. Alors que là, l'équipe de support a quand même une responsabilité qui est quand même assez importante, qui est de décider de qu'est-ce qu'il doit avoir comme prochain fixe dans les versions mineures. Ouais, ils sont sur le terrain, quoi. Et on leur fait confiance. Enfin, moi, je vais pas regarder ce qu'il y a dans une version mineure et pourquoi ils ont décidé ça. S'ils ont décidé ça, c'est parce que ils ont décidé que c'était le mieux pour le produit. Il y a qu'eux qui savent ce qui doit être prioritaire au niveau du support à fixer, quoi. Mm, mm. Je sais pas si ça répond à la question, Thierry. J'ai l'impression il a mis un pouce. Un petit push. Un petit pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on arrive à la fin, hein. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voulais aborder qu'on n'aurait pas abordé? Bon, on a pas mal parlé de la culture, on a parlé du lancement. Euh, qu'est-ce-
Est-ce qu'il y a un point que j'avais oublié? Non, non. Très bonne Là, question comme ça. de Thierry. C'est quoi le futur de WP Media et quel projet? Bah, toujours la performance. Toujours la performance. Pour la petite histoire, donc, bah, façon Thierry, lui, je le connais. Ah ouais. Poker. On avait développé une extension de sécurité et c'était vraiment le dada du troisième associé et on a décidé de plus continuer là-dessus et vraiment de se focus sur la performance parce que à l'origine c'est la performance qui nous a fait aller dans cette voie et créer cette entreprise. Donc aujourd'hui les plans euh, pour WP Rocket c'est bah il y a 2 points, il y a 2 axes qui ont été 2020 qui nous ont guidés sur 2020 et qui nous guideront sur 2021 qui sont la simplicité et PageSpeed Insights. Donc la simplicité, on va trouver comment faire pour rendre l'interface encore plus facile. Euh, L'objectif pour moi, mon rêve ultime serait que tu actives le plugin et tu as toutes les options qui puissent être activées sans rien casser. Donc Ouais. déjà voilà vraiment un gros clean de l'UI, un gros clean de l'UI. Euh, Pourquoi pas normalement aussi une nouvelle interface avec des nouvelles fonctionnalités un peu inédites au niveau. Après, faut pas tout que je spoil parce que sinon c'est pas drôle. Mais voilà, vraiment se focus sur l'interface. Comme je disais tout à l'heure, pas mal de personnes se sont plaintes comme quoi c'était difficile à configurer. Et pour moi, c'est juste inconcevable. On a créé un produit parce que les concurrents étaient difficiles. C'est pour qu'au final on devienne difficile. On a créé, enfin, c'est juste une aberration, quoi. Ouais. Donc ce point-là, vraiment, donc on a déjà commencé. Et ensuite, c'est bah, faire en sorte qu'on ait la meilleure note au possible sur PageSpeed. On s'est beaucoup battu par rapport à PageSpeed que PageSpeed ça garantit pas un bon temps de chargement, etc. Maintenant, la donne a changé avec les Core Web Vitals. Ça va être J'allais aussi y venir, implémenté ouais. au mois de mai. Donc, et puis de toute façon, c'est Google. Donc, Google dit, il faut que les gens fassent. Et c'est normal en soi, hein, c'est normal. Et donc, mais l'outil s'améliore dans le sens où euh, ça force à trouver des nouvelles fonctionnalités pour réellement optimiser le temps de chargement. Avant, des fois, c'était un peu des feintes, mais là, maintenant, avec les nouveaux critères, euh, ça permet vraiment d'aller sur des terrains qui sont différents et d'avoir des challenges techniques qui sont vraiment compliqués et intéressants. Je vais prendre ce sur quoi on travaille depuis le mois d'août. On travaille sur ce qu'on appelle le Removed Unused CSS. Quand tu es sur une page web, tu vas avoir 20 fichiers CSS et tu vas avoir le CSS de WooCommerce, le CSS de Gravity Forms, le CSS de tout n'importe quoi. Et tous les CSS vont être loadés de partout, mais peut-être que ton formulaire de contact, il est que sur la page de contact. Et donc que le CSS de la page de contact n'est utile que sur la page contact. Nous, par exemple, le WooCommerce, on utilise le CSS de WooCommerce que sur notre page commande. Sur tout le reste du site, on l'utilise pas. Et le principe du remove non use CSS, c'est de récupérer bah, tout le CSS de la page et de garder que ce qui est utilisé. Et ce qui fait que tu diminues en général, j'ai pas de chiffre, mais tu peux à minima diminuer de 50% le poids du CSS global Ouais, même chose pour dû les à ça, JS, quoi. hein. Même chose pour les Et JS. même après, ouais, pour les JS, après les JS, c'est très compliqué de le faire. Et déjà là, ça fait depuis, je te dis, septembre qu'on est dessus. Ça devait sortir dans la 3 bits, ça va être décalé, tu vois, dans la 3.9, parce qu'on a commencé from scratch. On n'est pas parti d'un outil existant. On a vraiment voulu être dépendant sur cet outil-là, et c'est ce pourquoi aussi que ça prend du temps. Et ça va être quelque chose du par page. Donc pour chacune de tes pages, tu auras ton use CSS qui sera généré, quoi. Et il y a Benoît Et Chevillot qui viendra nous parler de ça, d'ailleurs, au mois de décembre, si je ne m'abuse. ouais, Justement, d'un plugin en particulier, apparemment, qui fait bien le job pour limiter les ressources statiques qui sont utilisées
ou enfin qui sont surtout pas utilisés, quoi, en fait. Ouais. Et ça, pour l'avoir mis en place sur notre propre site, ça a un impact assez important sur le temps de chargement global, hein. C'est vraiment Ah ouais, très très important. ah bah ouais. C'est la prochaine grosse feature qui va sortir, donc qui sortira du coup en 2021 et malheureusement pas en 2020. Donc on va prévoir autre chose pour le mois de décembre. Euh, et après, oui, il y a d'autres points, d'autres fonctionnalités. Le point sur lequel aussi on veut beaucoup se concentrer, c'est l'automatisation. Parce que on en revient au point de départ, c'est que les utilisateurs ne veulent pas savoir comment ça fonctionne, ils veulent juste un site rapide. Et on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut automatiser, qu'est-ce qui peut être fait automatiquement. Donc voilà, on va vraiment tendre là-dessus. Après, de toute façon, des fois, alors, on a des cycles comme ça où on arrive un peu parce que bon, une fois que tu as tout inventé, que tu as tout fait, compliqué de réinventer la roue. Euh, donc des fois on a des cycles comme ça où on essaye de bah voilà qu'est-ce qu'on va pouvoir automatiser jusqu'au jour où le navigateur va sortir tel truc et on va pouvoir développer une nouvelle feature. Donc pour Rocket voilà c'est se focaliser sur la simplicité et l'amélioration de PageSpeed Insight plus une interface avec une surprise que j'espère qu'on pourra sortir en 2021 et si je le spoil c'est pas drôle. Donc désolé Thierry. Après Rocket CDN, c'est pareil, on va essayer de tout automatiser. Par exemple, sur les prochaines features qu'on voudrait mettre en place, c'est faire la minification on the fly. En fait, on pourrait faire la minification depuis le CDN directement. Ce qui est un point, c'est pareil, ce qui sera une automatisation qui aura un impact au niveau du CPU de l'utilisateur, puisque tout traitement de la minification serait fait non plus sur le serveur du client, mais sur notre CDN. Donc il y a ça pour le CDN. On aimerait bien faire de l'optimisation d'image depuis Rocket CDN à ce niveau-là aussi. Et, euh, et le truc ultime qu'on aimerait bien faire, c'est faire du cache HTML depuis le CDN. Là actuellement, par exemple, tu as un serveur qui est en France, tu vas avoir le time to first bit, donc c'est le premier temps d'affichage de On a eu une conf sur les performances, hein. le TTFB va être de 50 millisecondes, mais tu vas faire un test depuis l'Inde, bah, le TTFB va être de 500 millisecondes. Ouais. Et on en revient encore à l'avion, c'est parce que le serveur est en France et que le temps est différent. Et donc, on aimerait essayer de faire là-dessus, mais le faire simplement. Et faire ça simplement, c'est compliqué. C'est un peu le paradoxe parce qu'il faut changer les DNS, comment on fait ça, le changement de DNS facilement, etc. C'est très compliqué. Euh, c'est très compliqué. C'est très Euh, compliqué. Et puis derrière, là, c'est le SEO qui parle. S'il y a un problème à ce niveau-là, c'est très, très, très compliqué de savoir ce qui se passe. J'ai déjà eu une fois le cas avec Cloudflare qui merdait côté Amérique. Enfin, ah bah oui, hein. côté Google, hein, finalement. Tout dépend des serveurs. Et nous, on voyait très bien le site, il n'y avait pas de souci depuis partout, sauf quand tu passais par un proxy qui était bien localisé. Et là, tout d'un coup, tu te disais, ah ouais, c'est la merde. Tout ça parce Tout à qu'il y fait. avait un CDN Tout à fait. qui plantait. Et là, Enfin, ça devient extrêmement compliqué. du moment où tu laisses gérer tes DNS par un service tiers, tu es dépendant du service tiers. C'est ça. Mais malheureusement, pour cette feature-là, pour y avoir réfléchi longuement, euh, c'est compliqué. Enfin, c'est pas possible de le faire sans la gestion de DNS, hein. C'est Ah non? que- Ah non, tu peux pas. c'est pas possible. Tu peux pas. Si tu veux pouvoir avoir plusieurs serveurs, il faut que tu puisses gérer la chose, quoi. Bah, bien sûr. C'est c'est obligé. Donc Rocket CDN, voilà là-dessus. On va aussi prévoir de faire un standalone, donc un site dédié à Rocket CDN, parce que l'objectif de Rocket CDN, c'est de vendre en dehors de Rocket. Mais on a essayé de voir s'il y avait un product market fit, ce qu'on appelle un marché. Donc on a voulu le vendre au départ qu'aux utilisateurs de Rocket. Ça fonctionne vraiment très bien. On a, je crois, 4000 abonnements depuis le mois de mars, ce qui est beaucoup. Euh, et donc maintenant qu'on a la confirmation, on voudrait se lancer avec le propre site de Rocket CDN, sa propre application où on peut
Je dire on peut gérer, non, parce qu'il n'y aura rien à gérer. Justement, il y aura juste à payer ou à se désabonner à ce niveau-là. Et ensuite, Imagify aujourd'hui, pour nous, le plus gros challenge, c'est euh, aujourd'hui, si tu prends les benchmarks qui comparent les plugins de cache, c'est très régulièrement que Rocket arrive premier et que dans les sondages, Rocket est premier. Si on fait la comparaison avec Imagify, c'est pas du tout le même, la même chose. Imagify, en tout cas dans la communauté WordPress, après dans la communauté je sais pas, mais n'est pas considéré comme étant le number one. Le number one est SharpPixel. Comment Et tu la dis? raison est toute SharpPixel. Et la raison est assez simple, c'est qu'est-ce que tu demandes à un outil d'optimisation, c'est d'optimiser au mieux ses images. Aujourd'hui, en fonction de certains cas, et en tout cas de ce qui ressort dans les benchmarks, nous on n'a pas fait nos propres benchmarks, donc je peux pas le dire officiellement, mais dans les benchmarks, on arrive souvent en deuxième position. Donc nous, notre objectif principal pour Imagify, ça va être d'améliorer notre algorithme de compression. Et l'idéal sur lequel on voudrait tendre, c'est d'avoir une sorte d'algorithme intelligent qui va compresser en fonction de la dégradation. C'est-à-dire que euh, tant qu'on note pas une dégradation visuelle vraiment notable, on continue à compresser. Et si on note une dégradation vraiment visuelle notable, bah on le passe au niveau inférieur. Mais le fait de pouvoir gérer une compression intelligente en fonction de la dégradation, ça va permettre justement de pouvoir compresser plus jusqu'au bout en fait, jusqu'à la limite. Et un autre point qu'on aimerait améliorer, c'est le temps de traitement. Donc de pouvoir optimiser plus d'images en moins de temps. Voilà, Ouais, Après Imagify, c'est on a lourd, hein. déjà tout fait et on nous a déjà tout copié. Par exemple, Imagify a été un produit pas mal innovateur sur pas mal de choses. On avait eu le backup, le petit drag and drop pour vérifier le avant-après. Et puis l'image, une fois que tu as optimisé ton image, tu as optimisé ton image, donc pas beaucoup de choses à faire. Euh, donc Imagify, ouais, ça sera essentiellement ça, c'est-à-dire améliorer l'essence même du produit, qui est l'optimisation des images. Je pense que j'ai répondu je réponds sur 2021 parce qu'on n'a plus de plan sur 2022, de plan sur 2023. Donc ça, c'est les points sur lesquels on va être focalisé l'année prochaine. Enfin déjà depuis la fin de cette année et l'année prochaine. Et par rapport à l'offre globale, euh, on a idée, pourquoi pas, peut-être de faire un jour un service qui permettrait de tout faire, mais pas encore tout de suite, quoi. Enfin, déjà mettre en place ce qu'il y a sur Rocket. Voilà. Pourquoi pas un jour arriver, oui, à un service dédié qui ferait tous les trois en même temps, mais différemment. Mais différemment parce que Rocket, c'est du server side, on va dire. Tout se passe sur le serveur client. Et si un jour on doit être amené à faire un outil qui regroupe tout, ça serait quelque chose d'indépendant. Parce que l'inconvénient aussi du server-side, c'est que tu dépends de l'utilisateur, tu dépends de sa version de PHP, tu dépends de son hosting, tu dépends de tout de lui. Alors que si tu développes un produit SaaS, l'objectif du SaaS, c'est que c'est hébergé chez toi, tu utilises la version de PHP que tu veux, l'environnement que tu veux. Et aussi, le grand avantage, c'est que le jour où tu fais une mise à jour, la mise à jour est déployée. Ouais, ça demande pas de mise à jour, ça demande pas une action de la part de quelqu'un. À l'inverse de Rocket, si on déploie une nouvelle version, les utilisateurs fassent la mise à jour. Le jour où on va améliorer notre algorithme sur Imagify, t'auras rien à faire. T'auras juste à optimiser tes nouvelles images pour avoir accès à la nouvelle compression. Ouais. Donc oui, on peut être amené un jour à travailler sur une offre, mais ça sera différemment. Ça sera pas, ça intégrera pas les trois en même temps. Ça sera vraiment un service encore différent, euh, mais pas concurrent de Rocket et des trois autres. Ça serait vraiment un service, on va dire, encore plus premium plus qui serait au-dessus, quoi. Ok. Et les Core Web Vitals, là-dedans, vous abordez le sujet comment? Read the fucking documentation, hein.
On lit ce que Google écrit et puis on fait des tests, on adapte. Voilà, ni plus ni moins. On fait nos propres benchmarks sur ce que Google préconise et voilà. Toi, par exemple, je prends un exemple d'automatisation. Euh, Bah, on aimerait bien pouvoir automatiser. Après, c'est compliqué niveau server-side, encore une fois. Euh, L'exclusion des images du lazy load qui sont above the fold. Parce qu'il faut exclure ces images du lazy load. Bah, on, on, on est toujours dans un souci d'expérience utilisateur. C'est faisable. C'est faisable en appelant une API externe qui va loader un navigateur, qui Ouais, va simuler la visite et détecter. ouais. Mais va faire ça pour toutes les pages. C'est-à-dire que pour toutes les pages, tu as un site qui fait 1000 pages, traduit en 5 langues pour 5000 pages. Tu vas devoir taper tous les trucs. Enfin, c'est pour un produit à $49 par mois, ça va avoir un coût après serveur qui est assez énorme. Non, mais Euh, en JS, tu l'as l'info. mais c'est Tu... déjà trop tard en JS. Non? Ah non, si t'es sur du lazy load, non, c'est pas trop tard. C'est bien comme Ah ouais, ça mais que... justement, il faut pas que l'image soit lazy loadée. Il Et faut pour qu'elle ça, soit il faut lazy que, loadée que si elle est affichée. oui, Ou donc si tu elle est l'exposes. à quelques pixels de la ligne de flottaison. En fait, l'idée, c'est de simuler un navigateur pour que le navigateur puisse avoir le viewport Non, t'as pas et besoin. que, pourquoi? Bah parce que tu le fais en JS, ça, le JS, il est conscient de la partie affichée du DOM. Ouais, mais dans le FCP du Core Web Vitals, c'est le first content painful. Il faut que ce soit fait sans JS. Parce que si tu le fais avec JS, c'est déjà trop tard. Ton image est déjà loadée ou a déjà été les loadée. Il faut qu'elle soit print tout de suite sans qu'il y ait d'interaction JS. Je suis en call. J'ai mon psy qui vient. Donc vraiment, vraiment l'idée, il faut que tu aies le loading eager. En fait, faut pas qu'elle soit lazy loadée, il faut pas qu'il y ait d'action JS aussi. Si le JS le fait, bah ton image en fait a déjà été lazy Alors loadée sinon, il y a une autre possible. solution que je vois de plus en plus et que je trouve intéressante. C'est de charger une image ultra dégradée qui pèse rien. Ouais. Et puis tu lazy load la bonne image par-dessus. Oui, c'est quand tu as les images qui sont un peu floutées au Ouais, début, ouais, ouais, qui sont ce dégueulasses genre de même, hein, on choses. peut le dire, hein. Ouais. Mais au moins, Et tu vois déjà que c'est une place où il va y avoir une image, tu as déjà une idée de ce que c'est, ben après, elle s'affiche en mais après, résolution correcte derrière. tu vois, on essaie de trouver d'autres angles d'attaque sans devoir loader un navigateur ou ce genre de choses-là. Ou par exemple, bah voilà, on sait très bien que les images qui sont above the fold, c'est les images qui sont dans le header. Donc, on peut très bien détecter tout ce qui est dans la balise header et virer les images. Tu prends Elementor, Elementor a des data types qui permettent de savoir qui est quoi. Et donc, en sachant qui est quoi, ben, on peut savoir si on peut exclure toutes les images qui sont dans cette div, etc. Mm, Et tout en automatisant la chose. Donc, voilà, on essaye vraiment tu vois, par exemple, avec le remove the new CSS, là, aujourd'hui, on a une option qui permet de préloader les polices. Et ça, c'est une option qui a beaucoup d'impact sur le temps de chargement Ah oui, tu et m'étonnes. sur PageSpeed Insight. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a que 5% des utilisateurs qui l'utilisent. Le pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, la doc n'est pas assez fournie, on n'a pas de vidéo qui l'explique, et c'est assez compliqué de trouver les URL des polices pour pouvoir les préloader. En fait, une fois qu'on aura le remove de new CSS, on saura les CSS qui sont utilisés sur la page, et on pourra faire le preload des fontes à ce moment-là. Mm. Toujours pareil dans un outil d'automatisation, si tu exclues les images above the fold, tu les preloads, puisqu'on sait que c'est ce qu'on appelle les critical images Ouais, qui ont ouais, besoin ouais, d'être ouais. preloadés. Donc en fait, on va essayer de trouver plein d'automatisations qu'on pourrait avoir comme ça pour éviter que ce soit configuré par les utilisateurs. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc Ben, je c'est un pense que j'ai sacré bien chantier. détaillé le plan 2021. Eh ben, merci, Jonathan. Écoute, je pense on va boucler. Est-ce que tu as une conclusion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te semble être une bonne conclusion à tout ça, à part ce qu'on vient de dire? Ce que j'ai vraiment essayé de faire ces dernières années, justement, en faisant des conférences, c'est de dire aux gens de vraiment essayer de se lancer. Euh,
bon, se lancer, ça paraît compliqué et peut-être facile à la fois pour certains. Mais en tout cas, de pas avoir peur de l'échec, parce qu'en France, on a toujours cette mentalité de ridiculiser les gens qui ont eu l'échec, mais l'échec fait partie de l'expérience de l'entrepreneuriat. Donc vraiment de pas hésiter à se lancer, de pas hésiter à demander de l'aide à droite et à gauche. Moi, je suis assez ouvert. J'ai fait des calls régulièrement avec des entrepreneurs qui me demandaient des conseils, etc. Donc si un jour, par exemple, quelqu'un a une idée de produit ou se lance et souhaiterait avoir des conseils, faut pas hésiter à me pinguer sur mon Twitter. À bon Et entendeur. oui, si des personnes ont des idées, de se lancer, et que ça peut être dans tout et n'importe quoi. Hein. Enfin, c'est pas forcément dans le développement de produits WordPress. Hein. Vraiment, pour moi, c'est vraiment, il faut qu'on profite de la vie. On n'a qu'une seule vie et on sait jamais quand est-ce qu'elle se termine. Donc, faut essayer d'en profiter au plus possible. Ouais, eh ben, ce sera un superbe mot de conclusion. Merci à toi, Jonathan. Merci à Avec tous grand ceux qui plaisir. sont encore là. On va juste faire l'annonce de la semaine prochaine et de ce qui va suivre. Donc je vais reprendre la main, hop, je vais même te laisser en haut à droite. Si tu restes avec nous, comme ça au moins Ouais, je tu suis peux là. même tchatcher si tu as envie. Toc, et donc je vais passer en full screen ici. Toc. Euh, Pardon. Semaine prochaine, on a Julien Jiménez qui vient nous parler business aussi, qui va nous parler de comment on passe de SEO en sous-marin avec ses propres sites à une société de plus de 15 personnes. Donc là, ben, on va aborder des sujets qui vont certainement être communs avec ce qu'on a vu aujourd'hui avec Jonathan. Euh, Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez à Julien. Donc vous pouvez les poser directement dans le Discord, vous pouvez les poser sur Twitter aussi. N'hésitez pas. Je sais que vous hésitez toujours, vous avez peur de rendre public des questions, ou alors vous avez peut-être tout simplement pas de questions à poser, mais creusez-vous quelques minutes. Je pense que les occasions on vous apporte par le biais de ce stream sont quand même vraiment intéressantes. Donc voilà, creusez-vous un peu s'il vous plaît. On a Xavier Nodo qui viendra nous rendre visite le mardi 1er décembre où on va discuter Web Analytics et ben, comment on fait pour utiliser le Web Analytics correctement. Hein, je crois que ça fait quelques rendez-vous là qu'on en discute un petit peu quand même, que ce soit la semaine dernière avec Julien ou que ce soit aujourd'hui avec les différents outils qu'on a vus avant que Jonathan arrive. Voilà, c'est un sujet super important pour les SEO comme pour tout le web market. Et ça va être très intéressant. Hein, Xavier? Le 8 décembre, je vous donne rendez-vous avec Julie Chanton, nouvelle présidente du SEO Campus. On aura Benoît Chevillot qui viendra nous parler justement d'optimisation WordPress, mais en mode main dans le cambouis. On aura Nicolas Robineau qui viendra nous parler aussi sur la chaîne à partir de l'année prochaine. Michael Chalet, Sylvain Perronnet qui repassera aussi, Paul Sanchez, Laura Blanchard, Audrey Schoenwater et bien d'autres. Sandrine Bertrand qui est passée nous voir tout à l'heure. Voilà, participez, continuez à être fidèle au poste. C'est avec plaisir que je vous reçois ici en live ou en replay. La structure SEO avancée, si c'est quelque chose qui vous pose question, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je propose une session de formation qui ne sera pas le jeudi 26 novembre. Non, ce sera le jeudi suivant, le 3 décembre, si je ne m'abuse. 26 novembre, 3 décembre, c'est ça. Donc j'ai reporté au 3 décembre. C'est 690 € la journée complète avec moi et 3 autres compères. Donc c'est 4 maximum. C'est vraiment une journée importante pour partager de l'expérience,
pour apprendre à analyser une structure SEO en mode gourou. Poker ce soir sur Winamax et les jeudis soirs en cash game. Si ça vous tente, il y a apéro organisé par la team Lolo, Laurent Bourrelli et K-Poker. Voilà, donc venez nombreux ce soir. Jonathan, tu seras dispo, je pense. Hein. J'y serai, je n'y manquerai pas. Parfait, on va pouvoir se mettre des grosses salves de jetons. Et bien, c'est terminé pour ce mardi. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À ciao. Au revoir. Qu'est-ce qu'on dit? C'est toujours là?